Bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Une tension grandissante au Moyen-Orient pour vous dire que Israël a mené une série de frappes ciblées contre le Liban, affirmant vouloir empêcher le Hezbollah de se réarmer. Les opérations interviennent alors que le front nord reste instable depuis la fin de la guerre entre Israël et le mouvement chiite. De son côté, le Hezbollah dénonce une violation du cessez-le-feu et accuse donc Israël de chercher à imposer un nouvel équilibre stratégique dans la région. Retour sur cette reprise de tension dans un contexte diplomatique particulièrement fragile avec notre journaliste sur le terrain et son équipe. Sur les hauteurs du Sud-Liban, les habitants ont entendu, tôt jeudi matin, le grondement familier des drones. Quelques instants plus tard, des explosions visaient plusieurs villages proches de la frontière. Israël affirme qu'il s'agit de frappes préventives, destinées à détruire ce qu'il appelle les infrastructures terroristes du Hezbollah. Selon l'armée israélienne, le mouvement chiite tenterait de reconstituer ses capacités militaires, affaiblies par la dernière guerre. Des armes transiteraient à nouveau par la Syrie et l'Irak. Pour Tel Aviv, il s'agit de ne pas laisser le Hezbollah reprendre pied sur la zone frontalière. Nous ne permettrons pas au Hezbollah de recréer un sanctuaire armé à nos portes, nous dit un officier israélien. Mais sur le terrain, ces frappes ravivent les tensions dans un Liban déjà fragilisé. Le Hezbollah réagit en affirmant respecter le cessez-le-feu, mais prévient que les violations israéliennes se multiplient. Le mouvement accuse Israël de chercher à l'entraîner dans une nouvelle escalade. Depuis la fin de la guerre de 2023 à 2024, le nord d'Israël reste sous pression. Plusieurs localités de Galilée ont été régulièrement visées par des roquettes. Les autorités israéliennes affirment que ces frappes ont pour but de protéger ces populations. Pour certains analystes, il s'agit surtout d'une démonstration de force. Israël veut garder la maîtrise militaire du front nord et envoyer un message clair à l'Iran, soutien du Hezbollah. Pendant ce temps, sur le terrain, les civils restent les premiers touchés. Dans les villages frontaliers libanais, beaucoup ont déjà quitté leur maison, craignant un retour de la guerre. Entre pression militaire et calcul politique, la situation demeure instable. Et si une reprise totale du conflit semble pour l'instant évitée, chaque nouvelle frappe rapproche la région d'un point de rupture. Un rapport de l'inspection générale de la justice met en lumière de graves défaillances dans le suivi des 2 mineurs impliqués dans le meurtre d'Elias en janvier 2025 à Paris. Malgré les mesures éducatives prononcées contre eux, les adolescents continuaient de se fréquenter et de commettre des vols alors que cela leur était formellement interdit. Ce drame soulève une nouvelle fois la question du fonctionnement et des moyens de la justice des mineurs. Retour sur les conclusions de ce rapport et les réactions qu'il suscite. Regardez. C'était il y a quelques mois. Dans une rue du 14e arrondissement de Paris, Elias, 18 ans, est poignardé à la sortie d'un vol de téléphone qui tourne mal. Il ne survivra pas à ses blessures. Très vite, 2 adolescents sont interpellés. Tous 2 étaient déjà suivis par la justice et placés sous contrôle judiciaire. Selon le nouveau rapport de l'Inspection générale de la justice, c'est l'ensemble du dispositif d'accompagnement et de contrôle de ces jeunes qui a failli. Les 2 mineurs vivaient dans le même quartier, se côtoyaient quotidiennement, alors même qu'une décision judiciaire leur interdisait de se rencontrer. Malgré des rappels à la loi, des stages de sensibilisation, des éducateurs mobilisés, l'encadrement n'a pas suffi. Les 2 adolescents continuaient de voler, de s'absenter de leur scolarité, sans véritable sanction immédiate. Pour les proches d'Elias, ce constat résonne comme un échec. Depuis des mois, ils réclament des réponses et une réforme plus ferme du suivi des mineurs violents. Le rapport pointe notamment un manque de coordination entre services éducatifs, magistrats et forces de l'ordre. Une accumulation de petites défaillances qui, mises bout à bout, ont laissé la situation se dégrader. Une réforme du contrôle judiciaire des mineurs est actuellement étudiée. Elle vise à renforcer la réactivité en cas de non-respect des obligations et à éviter que des situations déjà à risque se transforment en tragédie. En attendant, la famille d'Elias, elle, tente de se reconstruire. Avec une question en suspens. Ce drame aurait-il pu être évité ? Louis Schwelzer est décédé à l'âge de 83 ans. Il était haut fonctionnaire et proche de la gauche réformiste. Il a notamment dirigé Renault pendant plus de 10 ans. Entre 1992 et 2005, il restera notamment associé au lancement de la Twingo, à la privation partielle du constructeur français
et au rapprochement stratégique avec Nissan, la figure marquante de l'industrie française et de l'État. Il a également présidé la HALD, l'autorité de lutte contre la discrimination. Retour sur le parcours d'un homme et d'un dirigeant à la fois influent et discret. Regardez. C'est un visage familier du monde industriel et politique français qui s'est éteint. Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est mort à l'âge de 83 ans. Polytechnicien, énarque, il avait fait ses premiers pas au sein de l'État, avant de rejoindre le monde de l'entreprise. Conseiller de Laurent Fabius à Matignon dans les années 1980, il incarne alors cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires, attachés à la modernisation de l'économie française. En 1992, il prend la tête de Renault. L'époque est marquée par l'ouverture des marchés, la concurrence internationale et la transformation des entreprises publiques. Under sa direction, Renault lance la Twingo, modèle emblématique devenu un symbole de créativité et de simplicité. Il pilote aussi la privatisation partielle du groupe et pose les bases de l'alliance stratégique avec Nissan, qui deviendra l'un des plus importants partenariats mondiaux dans l'automobile. Mais Louis Schweitzer, c'est aussi un engagement social affirmé. Après Renault, il prend la tête de la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Il y défend une vision de la société fondée sur l'égalité des chances et le respect des droits. Homme réservé, reconnu pour son intelligence et sa prudence, il laisse derrière lui l'image d'un dirigeant à l'écoute, capable de concilier stratégie économique et responsabilité sociale. Avec la disparition de Louis Schweitzer, c'est une page de l'industrie française qui se tourne. Un parcours où se mêlent haute fonction publique, industrie et engagement citoyen. C'est l'une des énigmes criminelles les plus obsédantes de ces 15 dernières années. En avril 2011, à Nantes, les corps des 5 membres de la famille du pont de Ligonnès sont retrouvés enterrés sous la terrasse du jardin familial. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, lui, a disparu. Depuis, la traque se poursuit sans certitude, mais avec de nombreuses pistes et des zones d'ombre, autant de fausses alertes. L'une des principales questions qui se posent, c'est comment le père de famille, apparemment sans histoire, a pu organiser la disparition de sa femme et de ses 4 enfants avant de s'évanouir dans la nature. Retour sur l'enquête, les failles et les zones d'ombre qu'il subsiste. Notre enquête ce soir est signée Nantes, quartier résidentiel, le 21 avril 2011. La police découvre sous la terrasse de cette maison les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tous ont été tués par balle. Dans les semaines qui précèdent, le père, Xavier, a méthodiquement préparé la disparition de sa famille. Il rembourse ses dettes, vide ses comptes, vend des biens. Il envoie des messages aux proches, expliquant que la famille part s'installer aux États-Unis sous protection du FBI. Des messages travaillés, cohérents, rédigés sur plusieurs jours. Une mise en scène minutieuse. Le 15 avril, Xavier Dupont de Ligonnès prend la route. Il traverse la France. On le voit à Angers, puis à La Rochelle, à Toulouse. Dernière trace, un hôtel près de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Le 15 avril au matin, il quitte sa chambre, seul. Depuis, plus rien. Les hypothèses se multiplient. Suicide ? Les recherches dans la région restent infructueuses. Cavale organisée ? Plusieurs témoignages évoquent des signalements à l'étranger, notamment en Asie ou en Amérique latine. Rien n'est confirmé. En 2019, l'affaire rebondit. Un homme est interpellé à l'aéroport de Glasgow. Il ressemble à Dupont de Ligonnès. Les médias s'enflamment. Test ADN, ce n'est pas lui. Nouvel échec. 14 ans après les faits, l'affaire fascine toujours. Un père, une famille détruite, un scénario parfaitement orchestré, et un homme volatilisé. Avant de se quitter, je souhaite un très bel anniversaire à Léo, notre journaliste et notre confrère, si je puis dire. Bon anniversaire à toi et profite de ta journée. Ainsi s'achève le Grand News. Merci de l'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve évidemment samedi prochain pour d'autres informations concernant l'actualité du monde. D'ici là, passez un très bon week-end, une belle semaine en avance et je vous remercie pour votre fidélité. Au week-end prochain, merci et bonsoir.